Donc j'ai dû savoir ce que je ne voulais pas pour pouvoir mieux comprendre ce que je voulais. S'il y a quelqu'un qui te manque de respect, eh ben moi je lui rends ses sous et je l'annule la mission, tu vois. J'espère que ça pourra inspirer certaines personnes qui n'ont pas encore du tout commencé l'entrepreneuriat, à se dire qu'on peut même démarrer de zéro. Salut et bienvenue à toi dans Polé Polé, le podcast qui t'inspire à faire le premier pas vers une vie plus alignée. Moi, c'est Mathilde, je suis photographe et entrepreneur nomade et créatrice du podcast Polé Polé. Ici, j'interviewe des indépendants qui ont construit une activité professionnelle au service de leur vie et pas l'inverse. Ma mission est de vous partager leur parcours, leurs projets et leurs conseils pour mettre en lumière d'autres définitions du succès et vous inspirer vous aussi à vivre une vie plus libre et équilibrée. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Salut Alex. Salut Mathilde. Comment tu vas? Ça va, super. Je suis content d'être ici avec toi. Eh ben, moi, je suis très très contente de te recevoir. Ça fait un bout de temps que je voulais t'interviewer. Oui, je sais. J'ai beaucoup hésité. Je t'ai dit oui, non, peut-être, plusieurs fois. Et au final, c'est bon, on est parti. On est parti. Je suis très contente que tu aies décidé que tu aies accepté l'invitation et que tu puisses nous partager aujourd'hui tout ton parcours, tes leçons de vie. Il y a pas mal de choses à dire. Voilà, tout à fait, je t'en prie. Moi, je considère pas que je suis quelqu'un qui a fait toutes les bonnes décisions, tout ce qu'il fallait. Mais par contre, j'ai réussi à avoir maintenant un train de vie qui me convient. Et je suis content de te partager ça. J'ai pas l'habitude de parler beaucoup de moi-même, etc. Je suis pas quelqu'un de très extraverti. Donc, c'est un petit peu un challenge pour moi. Mais voilà, je suis content d'être avec toi. Ouais, je suis contente aussi que tu partages ça parce que c'est aussi un petit peu l'intérêt aussi de ce podcast, c'est de mettre un peu en lumière en effet des parcours variés et pas forcément des gens qui ont l'habitude de parler d'eux-mêmes et Oui, de c'est partager ça. tout ça. Montrer qu'il n'y a pas un seul chemin vers le freelance, vers l'entrepreneuriat, qu'il y a plein de raisons différentes et plein de gens différents. Et on n'a pas toujours, tout le monde n'a pas pensé à ça directement, mais c'est parfois un long chemin de vie avant d'en arriver là. Et ben, en parlant de long chemin de vie, du coup, je t'invite à te présenter. D'accord. Donc, je suis Alexandre, j'ai 31 ans. J'ai fait un bac STG, donc en informatique de gestion. J'ai choisi cette spécialité sans une énorme motivation. Je savais pas trop ce que je voulais. En fait, j'aimais juste bien l'informatique et puis j'aimais bien les jeux vidéo surtout quand j'étais adolescent. Donc, je pense que c'est une des raisons où je me suis dit peut-être que la programmation ça va me convenir, tu vois. Et du coup, lancé dans ce parcours-là, finalement la suite logique après le bac que j'ai réussi à avoir, c'était le BTS aussi en informatique de gestion, IG, et qui est maintenant devenu SEO, je crois. Et en développement d'applications. Donc on faisait de la programmation, un petit peu de réseau, enfin, pas mal de spécialités autour de l'informatique. Et finalement, moi, j'étais parti dans ce parcours-là. Donc je voyais tant que ça fonctionnait, tant que je m'en sortais, sans être un cancre, mais j'étais pas forcément le meilleur, tu vois, j'avais pas forcément la plus grande motivation, et surtout pas la plus grande force de travail quand j'étais à l'école. Mais voilà, j'avais réussi à m'en sortir, j'ai réussi quand même à avoir mon BTS, mais en sortant du BTS, j'étais un petit peu dégoûté de la programmation, si tu veux. Je pense que c'est ça, tu vois, les attentes que j'avais, en fait, les motivations que j'avais eues pour entrer dans ce domaine-là au début, tu vois, qui étaient j'aime bien l'informatique et j'aime bien les jeux vidéo, donc il faut que je fasse de la programmation forcément, tu vois. En fait, c'était pas forcément ce qui me convenait au final, tu vois. C'est vraiment très mathématique, tu vois. C'est beaucoup des problèmes, des solutions, des problèmes, des solutions. Ça peut être intéressant, mais moi, ça me prenait beaucoup la tête. Ça me prenait beaucoup la tête et du coup, quand on est moins motivé à quelque chose, on va forcément être moins bon que si on est motivé à quelque chose, quoi. Donc après le BTS, du coup, est-ce que t'as travaillé? T'as fait quoi? Après le BTS, donc j'ai terminé le BTS, j'ai pas trouvé de boulot. J'avais juste fait quelques stages, etc., mais je trouvais pas de boulot stable. Et en fait, justement, j'étais un peu dégoûté de la programmation et presque même de l'informatique, tu vois. En fait, le fait de rester tout le temps devant mon écran, en fait, euh, là, genre, j'allais à l'école, donc je faisais de la programmation toute la journée, et je rentrais chez moi, j'ai joué aux jeux vidéo toute la soirée, tu vois. Donc, vraiment, j'avais pas beaucoup de vie sociale, tu vois.
et je passais vraiment beaucoup de temps, devant l'écran, tu vois? Et du coup, j'avais vraiment l'impression d'être, spectateur de ma vie, tu vois? Et pas acteur de ma vie. J'ai vraiment l'impression de pas vivre pleinement. En fait, j'ai décidé, mais c'est aussi forcément le fait, si j'avais trouvé peut-être un bon boulot directement, si ça se trouve, je serais parti là-dedans parce que j'aurais continué ce qui, dans la facilité, on va dire. Je me serais laissé un petit peu porter vers la vie. Mais du fait que, j'ai eu du mal à trouver ce 1er boulot parce qu'il y avait recherché beaucoup de bac+5 et c'était un petit peu plus difficile, de trouver, en tant que bac+2, tu vois, en programmation. Donc j'ai pas trouvé de boulot et du coup, j'ai postulé, pour la police et la gendarmerie et j'ai été accepté, pour la gendarmerie. Je voulais vraiment en fait, je voulais vraiment, me réinventer, me reprogrammer, quoi. Et en fait, le fait de c'était vraiment l'opposé de ce que j'étais, tu vois? J'étais vraiment un petit peu introverti, vraiment, beaucoup devant mon écran. Je faisais plus de sport, tu vois? J'ai fait un peu de sport jusque 13-14 ans et après j'ai complètement arrêté jusque mes, 19-20 ans, tu vois? Je pouvais plus faire, 10 pompes, tu vois? Je pouvais plus j'étais vraiment au niveau zéro au niveau du fitness, quoi. Ouais. Donc en fait, ça m'a forcé un petit peu à me réinventer. J'ai dû reprendre, j'ai repris un petit peu la course, tu vois? J'ai repris, un petit peu des bases au niveau physique. Ça m'a permis aussi de ressortir un petit peu plus, tu vois? De plus être seulement sur l'écran, tu vois? Même si j'étais encore un petit peu addict, jeux vidéo, tu vois? Oui, du coup, je voulais trouver quelque chose avec, plus d'action que le que le développement informatique, quoi. Je voulais vraiment, c'est ça, vivre ma vie, tu vois? Être acteur de ma vie. Mmh. Voilà. Ouais, tu étais spectateur C'est ça, avant, j'étais spectateur de ma vie et j'ai voulu devenir acteur de ma vie. en passant par, du coup, le corps, quoi, quelque chose de plus actionnable. Il y avait quelque chose de physique? C'est ça, il y avait, je pense, ouais, le rapport au corps, le fait de reprendre des sensations au niveau de mon corps, de me ressentir un peu plus solide, tu vois? Et du coup, de par le corps, reprendre un peu de la confiance en soi, tu vois? Hem, Parce que forcément en fait, pour avoir de la confiance en soi, ça peut être soit tu es confiant en tes capacités, dans le boulot, soit tu es confiant, de ta force physique. En fait, il y a plein de moyens d'être confiant, tu vois? Et le fait de commencer à faire du sport, je pense, ça t'aide à reprendre confiance. Ça va pas forcément tout te donner, parce que tu peux pas tout compenser juste avec le corps, mais c'est un bon moyen de reprendre un peu, le contrôle, De ta confiance, le en contrôle de toi. ta confiance en toi. Mmh. Hyper intéressant. Donc, Donc tu passé combien de temps, du coup, en gendarmerie, j'ai passé, pas mal de temps. J'ai passé 6 ans en gendarmerie. Ouais. J'ai commencé vraiment, tout en bas de l'échelle, donc en gendarme adjoint. Donc là, je faisais beaucoup, des gardes de 24 heures et des choses comme ça, tu vois? Waouh. Donc c'était pas mal de travail de nuit aussi, mais avec, quand même pas tant d'action que ça, tu vois? Parce que il y avait des missions un peu presque de gardiennage et cetera, tu vois? Donc c'était pas non plus, heu, beaucoup d'action, mais par contre, ça m'a quand même le fait de partir en école militaire et cetera pendant ces quelques semaines, déjà ça m'a redonné un petit peu de rigueur, tu vois? Ça m'a forcé à être un peu plus ordonné, parce que j'étais un petit peu bordélique, tu vois? Voire beaucoup, tu vois? Donc je te dis, j'avais vraiment le profil opposé de ce que tu peux imaginer d'un gendarme Ouais. et j'ai essayé d'aller là-bas et de me réinventer un petit peu et d'être, finalement une autre personne, une personne que je respectais plus que la personne que j'étais avant, quoi. Donc j'ai fait quelques années en tant que gendarme adjoint, puis je suis parti en école, de sous-officier. Donc c'est presque 1 an d'école, heu, où, les premières semaines, tu peux pas rentrer chez toi. Enfin, tu peux rentrer quand même quelques week-ends, mais bon, tu es quand même assez loin de chez toi. Moi, c'était en Auvergne, donc il y avait quand même une petite trotte pour remonter chez moi, en Picardie dans le Nord, tu vois? Et mais ouais, c'était très intéressant. C'était, le fait d'être tout le temps en groupe, c'était pas forcément facile pour moi qui suis, plus à l'aise dans les petits groupes, qui suis un peu introverti dans des grands groupes, tu vois? Mmh. Mais c'était quand même une belle expérience, tu vois? J'ai appris beaucoup de choses. Et donc après, tu es devenu, Ouais, et après, ouais, je suis parti en unité, j'ai travaillé en unité, dans les Yvelines, dans le 78. Ça s'est pas trop mal passé au début, mais j'ai vite,
perdu la motivation. Je me suis senti un peu stressé dans ce job, tu vois. Et finalement, j'ai le fait que j'ai essayé de me réinventer, en fait, ça fait que je jouais un petit peu un rôle. J'étais pas vraiment moi-même, tu vois. Je jouais un petit peu le sévère, etc. Alors que je suis plutôt quelqu'un de vraiment peaceful, tu vois. Et du coup, au final, tu peux prétendre être quelqu'un pendant quelques années, mais au bout d'un moment, le naturel revient toujours, tu vois. Et voilà, je me sentais pas trop à ma place, tu vois. Je me sentais pas trop à ma place. Ça matchait pas vraiment avec ma personnalité, tu vois. Moi, je suis pas du tout quelqu'un d'autoritaire, je suis vraiment quelqu'un de peace, tu vois. Donc, j'étais vraiment obligé, je me forçais, tu vois, à essayer d'être quelqu'un d'autre. T'avais aussi le fait que tu sois rappelé assez souvent la nuit, qui était un petit peu lourd, tu vois. Tu commences, tu es avec ta copine, tu veux aller au restaurant, bah c'est très difficile parce que si tu es appelé, il faut que tu sois à la brigade en 5 minutes, tu vois. Donc, tu vas commencer à manger ta part de pizza, tu vas prendre un croc et il faut partir, tu vois. Donc, je faisais presque des cauchemars du téléphone de service, tu sais. Quand j'entendais le téléphone de service, mon cœur faisait du x2, quoi. Mon cœur accélérait 2 fois plus vite. Donc t'en avais un Ouais, petit peu marre c'est de ce ça. stress un peu. Ouais, c'est ça. En fait, c'était de ma faute parce que forcément, en partant en gendarmerie, tu dois savoir à quoi t'attendre, tu vois, ça fait partie du métier. Mais moi, il a fallu que je sois là-bas, il a fallu que je l'expérimente pour me rendre compte que c'était pas pour moi, quoi. En fait, quand tu es gendarme, tu as une identité, tu vois, plus qu'un boulot, tu vois. En plus, tu, tu passes tout ton temps avec tes collègues, etc. Finalement, plus qu'avec des amis d'extérieur. Et en fait, en perdant ce statut, tu perds une partie de ton identité, tu vois. Avant, je pouvais parler au maire, etc. Enfin, tu vois, sans être très gradé, tu vois, mais quand même, tu as un petit statut quand même qui donne un peu de respect, tu vois. Et du coup, en perdant ça, tu repères un peu ton identité, tu repars un peu de zéro. Et du coup, tu te dis, ah mince, qu'est-ce que je fais? Qui je suis maintenant? Comment est-ce que je me réinvente, quoi. Et donc là, tu devais te réinventer pour la deuxième fois. Ouais, c'est ça, ouais. Et voilà, qu'est-ce que tu as réinventé du coup après la gendarmerie quand tu as Ouais. décidé d'arrêter? Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais?» Est-ce que en fait, en ces 6 ans, heu, 80 de ce que je savais en programmation, je l'avais perdu, tu vois? Je pouvais plus reprendre comme ça sans formation, il aurait fallu que je reprenne une formation, de quelque chose, tu vois? Pour reprendre. Donc je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais faire juste de l'intérim ou quelque chose comme ça?» Enfin, j'avais plus aucune idée de ce que je vais faire. Et en fait, pendant que j'étais en gendarmerie, j'avais fait pas mal de voyages solo. Et donc, voilà, moi, j'avais vraiment profité. J'avais fait plusieurs voyages au Japon, j'avais été en Chine, donc j'ai fait pas mal ouais, des pays en Asie. J'avais été en Hongrie, Espagne, enfin, j'avais fait pas mal de voyages à chaque fois de 3 semaines, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah, là, je vais partir pour un vrai voyage, tu vois. Plutôt que de faire juste des petits voyages de 2 ou 3 semaines, je vais faire quelque chose de plus important. Et du coup, un peu la facilité, on va dire, c'est l'Australie, c'est connu. Faire un working holiday. J'avais réfléchi à plusieurs pays et puis j'avais fait la demande pour l'Australie et j'ai eu la réponse en 5 minutes, tu vois. Ouais. Tu fais un formulaire, 2 minutes plus tard, tu reçois un message accepté, tu vois. Et du coup, j'ai décidé de partir là-bas. Je me suis dit pour 6 mois. Mmh. Je me suis dit comme ça va peut-être me permettre de. Déjà, je vais être content de voyager et puis ça va me permettre un peu de savoir ce que je veux. Et finalement, ça a été très intéressant. Parce que le seul boulot que j'avais fait finalement, c'était la gendarmerie, à part des stages en informatique, etc. Et donc j'avais qu'une seule expérience, un seul point de vue sur le salariat. Du coup, ouais, quand t'es parti en Australie, Oui, c'était ouais, t'as fait tous ces boulots parce que tu voulais aussi bah, tester, voir s'il y avait des informations que tu pouvais choper pour savoir bah, qu'est-ce que t'avais envie de faire par la suite, quoi. c'est ça. Tu Ouais. partais te chercher un peu aussi, donc. Ça, c'était à la fois c'était de l'expérimentation. Je voulais savoir si j'étais capable de faire plein de boulots différents. Et puis ouais, voilà, je voulais savoir ce que je valais, quoi. Et puis je voulais savoir ce que je voulais aussi, ce que je valais et ce que je voulais. Donc j'ai fait pas mal de boulot. Donc j'ai fait tout le sud de l'Australie et l'est de l'Australie Mhm. pendant ces 2 ans. Donc Adélaïde, Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast.
là où j'ai passé vraiment plus de temps. Et puis, je suis monté aussi jusque 15 en road trip. Et donc, oui, j'ai fait des boulots. Donc, j'ai commencé par serveur. J'ai fait des boulots en ferme. Donc, des fermes de bananes, des fermes de pommes, des fermes de ramasser de la coriandre. Euh, les bananes, c'était le plus dur. Là, c'était vraiment inhumain quand t'avais les épaules massacrées en quelques jours, quoi. Euh, j'ai fait des boulots j'ai bossé pour FedEx, j'ai bossé dans des entrepôts, j'ai bossé dans des usines. J'ai fait pas mal de construction, plusieurs mois en construction. Ça, c'est énorme respect pour ceux qui bossent en construction. C'est ultra dur, quoi. Les journées sous le soleil, c'est infernal. Et oui, et en fait, tu vois, je me suis rendu compte avec ces boulots, à la fois que tu es très remplaçable, surtout encore plus en Australie, tu vois. Je me rappelle en construction, par exemple, j'avais bossé super dur pendant un mois, tu vois, avec presque pas de journée de repos, tu vois. Et je m'étais fait un peu mal au dos, tu vois, et j'avais demandé une journée off, tu vois. Et j'avais été remplacé directement, tu vois. Ils t'ont viré? Ouais, ouais. En fait, du coup, ils m'ont mis à un autre poste pendant quelques jours et après, j'ai été viré. Ouais. En gros, c'est ça. Ouais, j'ai pas été rappelé. Donc, ouais, en fait, tout dépend de ta santé et si ta santé ne va plus, bah, tu n'as aucune assurance, tu vois. Et quand tu bosses dans des boulots comme ça, surtout dans des boulots physiques, déjà, tu donnes beaucoup de ton temps et aussi, tous les jours, tu donnes une petite partie de ton capital santé, quoi. Bah, c'est intéressant ça, Ouais. parce que j'imagine aussi que du coup, quand tu allais chercher justement les informations de ce que tu voulais, tu as su aussi ce que tu voulais pas. Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, moi, j'avais du mal à trouver ce qui me passionne pour le boulot, tu vois. Et en fait, j'ai dû aller par la contradiction. Donc, j'ai dû savoir ce que je ne voulais pas pour pouvoir mieux comprendre ce que je voulais. Et donc, en fait, ce que je ne voulais pas, c'était un boulot avec énormément de hiérarchie comme la gendarmerie, tu vois. Et c'était un boulot où tu étais vraiment dépendant de ton employeur, tu vois, et vraiment, tu pouvais être remplacé en une journée, tu vois. Et puis en fait, le fait d'investir autant de temps et d'heures à travailler dur, tu vois, pour des usines, etc., et pour lequel au final cet argent tu le redépenses juste après, tu vois. Même sans faire des dépenses énormes, tu vois, tu vas vite le redépenser et finalement il y aura aucun investissement de ton temps, tu vois. C'est que du temps que tu as donné à ton employeur, tu vois. Et c'est pas du temps que tu as investi dans tes propres projets, tu vois, ou dans quelque chose qui a une chance d'être pour du long terme, tu vois. C'était vraiment la stagnation. Donc c'était une super expérience parce que j'ai vu plein de choses différentes. Mais par contre, chaque boulot que je faisais, en fait, j'avais aucune perspective d'évoluer quasiment, tu vois. C'était beaucoup de boulot. C'était un peu de l'intérim, tu vois, ou des missions, parfois plus longues, tu vois, mais c'était vraiment pas des boulots avec des perspectives d'évolution grandes, quoi. T'avais pas l'impression de construire quelque chose. C'est ça, je construisais pas quelque chose et puis ça, j'investissais pas mon temps pour du long terme, quoi. Donc t'es rentré d'Australie, t'es rentré en France après, et Ouais. qu'est-ce que t'as fait? Après, je suis rentré en France et je me suis dit, bon, Qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on fait là? Parce que j'ai revu mes options, tu vois. Donc, je me suis retrouvé de retour chez mes parents. J'avais quasiment quitté mes parents à 17 ans, tu vois, quand j'avais commencé le BTS. Et donc là, j'étais de retour, tu vois. Donc, c'était un petit peu difficile, tu vois. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je repars en programmation? Mais bien sûr, j'avais tout oublié, quasiment. Donc, il aurait fallu que je reparte sur une formation de au moins un an, enfin, je sais pas mal de mois, tu vois, avant de. Et là, dans l'état actuel des choses, aucune entreprise n'aurait accepté de m'engager en programmation alors que ça faisait 10 ans que j'en faisais plus quasiment. Enfin, Ouais, 8 ans peut-être que j'en faisais plus, tu vois. mais est-ce que t'en aurais eu envie Non, non, en non, plus? si ça se trouve, je me serais laissé porter dans ça si j'avais une opportunité, mais je pense que je l'aurais regretté, tu vois. Et finalement, en fait, c'est beaucoup de non-choix, tu vois, c'est beaucoup de choses qui me sont arrivées et qui finalement je regrette pas, tu vois. Et en fait, du coup, la dernière option qui me restait, c'était d'essayer de faire un business moi-même, quoi. Ah. Donc, en fait, j'avais une copine quand j'étais en Australie qui faisait des photos et des vidéos. Donc, j'ai décidé de lui faire un petit site pour l'aider, pour un petit portfolio, tu vois, un petit site de portfolio.
Et puis j'ai fait ça en une journée, tu vois, avec un outil qui s'appelle Wix. Et du coup, en fait, j'étais tellement surpris de la facilité. Parce qu'en fait, quand j'avais quitté, il y avait déjà des CMS, bien sûr, quand j'étais, ouais, des CMS, c'est le fait de pouvoir faire des sites sans code, sans programmation. Donc ça existait déjà, il y avait déjà WordPress, etc. Et WordPress est quand même plus compliqué que Wix. Là, il y a quand même un apprentissage qui est plus long, tu vois. Alors que Wix, c'est vraiment, tu déplaces des objets, c'est vraiment très intuitif. Donc j'ai fait ce site en une journée. J'étais vraiment surpris. Et je me suis dit, mais il doit y avoir quand même d'autres gens qui veulent avoir comme ça des petits sites, tu vois. J'avais pas des ambitions. De toute façon, j'avais pas les capacités au début de faire des sites très complexes, tu vois. Mais je me suis dit, il y a plein de gens qui n'ont pas le temps ou les capacités de faire comme ça des petits sites ou des petits portfolios, des petits sites vitrines pour eux-mêmes, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer, quoi. Je vais essayer de faire ça. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer. Là, j'avais déjà fait le petit portfolio pour mon ex-copine. Et je me suis dit, je vais essayer aussi de faire un petit site pour moi. Donc, j'ai fait mon site Nomad Template. Bon, c'était la première version, hein. Faut pas trop retourner dans les historiques, ça peut faire ça peut piquer les yeux. Mais voilà, c'était sympa quand même, tu vois. Ça m'a permis, en galérant, en faisant tous les bugs possibles, etc., j'ai compris un petit peu toutes les options, ce qu'il fallait faire, tu vois. Et après, une fois que j'avais fait ces 2 sites-là, j'avais fait aussi des petits tests avec les boutiques en ligne, etc. Pas très fructueux, mais j'avais compris comment ça marchait, tu vois. Au moins, je connaissais les différentes options, etc. Et du coup, je me suis mis, j'ai essayé de me mettre sur des sites de freelance. Donc, j'ai essayé Fiverr, j'ai essayé Upwork, j'ai essayé Malt, j'avais essayé Superprof, j'avais essayé différentes choses, quoi. Et par contre, Malte, je sais pas exactement pourquoi, mais j'ai eu tout de suite des demandes. En fait, je sais pourquoi. C'est parce que à l'époque sur Malte, il y avait beaucoup moins de gens qui étaient sur Wix, tu vois. Et en fait, j'ai eu la chance, je connaissais rien au référencement ni rien, tu vois. Mais j'ai eu la chance de pas écrire création de site internet et j'ai eu la chance d'écrire Wix, etc. Enfin, des mots-clés avec très peu de compétition, tu vois. Et du coup, je me suis retrouvé en première page. Ouais, donc j'ai été chanceux en fait du fait que je connaissais absolument rien au référencement, de faire sans faire exprès un bon un bon référencement en choisissant une niche, tu vois, qui avait pas trop de compétition. Et du coup, j'ai pu avoir mes premières missions. Donc c'était vraiment des petites missions, tu vois, et c'était des missions pour les premiers sites, vraiment c'était du 300-400 euros, tu vois, c'était vraiment ridicule, tu vois. Mais en fait, je me suis dit, c'est pas forcément perdu parce qu'en fait, ça me donne de l'expérience, tu vois. Et en fait, si j'avais voulu partir en programmation, j'aurais dû payer peut-être une école pendant 1 an. Enfin, ça aurait été beaucoup de. Là, en fait, c'est comme si je finançais ma propre formation, tu vois, en baissant les prix comme ça. En fait, j'avais des prix tellement bas que c'était presque impossible pour les gens de refuser, tu vois. En plus, j'essaie d'apporter de la valeur en étant assez disponible pour les gens, etc., avec plus de disponibilité. Et en fait, grâce à ça, ça m'a permis d'avoir quand même des premières missions. Ouais. Donc c'était vraiment tout ce qui était trop compliqué, je refusais parce que je savais que je partais dans le mur. Tu vois, si on m'avait demandé des projets, les projets que je fais maintenant au début, ça aurait été la panique, quoi. Ouais. Tu te serais Donc, tiré ouais, une balle dans le ouais, je me pied. serais tiré une balle dans le pied. Donc c'est commencé avec vraiment des projets très simples. J'ai peut-être eu un petit peu de chance aussi, hein, tomber directement sur. On m'avait proposé plutôt des choses simples. Mais je pense que c'était le fait d'avoir des prix bas qui a fait qu'on m'a proposé des petits projets, des projets simples, tu vois. Et avec du coup une cible qui était peut-être moins exigeante au début, quoique parfois les gens qui veulent dépenser le moins sont aussi les gens qui sont les plus exigeants. Ça, j'ai compris ça plus tard. C'est intéressant. Ouais. C'est vrai que ouais, j'ai confirmation aussi dans ma propre vie Ouais, oui, pro oui. et En tant que photographe, ouais. en tant que photographe, ouais, en effet, ouais. Plus les gens veulent négocier tes prix en général, et plus tu vas avoir des retours, et plus tu vas avoir des soucis, c'est ça. Ouais. C'est pas le cas pour tout le monde évidemment, Non, mais c'est pas une généralité, mais ça a l'air de se regrouper avec pas mal de ouais, domaines, j'ai l'impression. je pense. Du coup, tu t'es complètement formé sur le tas en fait pour lancer ça, et petit à petit t'avais des clients, t'as commencé à gagner en expérience. C'est ça, j'ai gagné en confiance aussi. Hein. Ça, j'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur au début. Ouais. Et puis au final, en ayant les premiers avis, euh, ça m'a redonné un petit peu confiance, tu vois. Et puis je me suis senti un petit peu plus légitime. Et, mais c'est vrai qu'au début, en fait,
le fait de faire 3 sites et après tu t'appelles, un expert, forcément ça fait un petit peu, c'est un peu difficile à gérer, tu vois? Mmh. Mais en fait, je me suis rendu compte que plus je faisais de sites, en fait, et plus je me sentais, comme un expert entre guillemets. Parce que tout dépend de la définition d'un expert que tu prends, tu vois? Ah, c'est quoi ta définition d'expert, du coup? Hem, Ma définition de l'expert, c'est celui qui a fait toutes les erreurs dans un domaine très restreint. Enfin, c'est pas une définition de moi, hein, Ah j'ai ouais? repris, hein, bien sûr. Ah! Et en fait, si tu prends cette définition comme ça, en fait, tu comprends que tu peux être un expert en quelque chose, tu vois? Si tu es capable de te spécialiser dans quelque chose, tu peux facilement être un expert, tu vois? Mmh. Et ça demande juste de lire quelques livres, tu vois? Les livres les plus populaires, par exemple, sur un domaine. Le fait de faire, beaucoup de tests et d'erreurs au début, tu vois? Heu et rien qu'avec ça, en fait, ça te permet d'être déjà meilleur que, on va dire 80 des gens, tu vois? Mmh. Et en fait, c'est le plus important, c'est pour pouvoir aider la personne, qui est en face de toi, en général, tu as pas forcément besoin d'être le numéro un, le best du best, d'un sujet. Il faut juste que tu puisses, heu, être meilleur au moins que ton client et pouvoir répondre à sa problématique. Donc du coup, c'est toujours ton activité, principale maintenant. Tu fait combien de sites depuis? Et en termes de légitimité, comment tu te sens, maintenant? Là, j'ai vendu mon premier site en mars 2022 et là, on est en mai 2023. OK. Parce que j'ai là que j'ai commencé mon entreprise en novembre 2021 et ça m'a pris 3 ou 4 mois avant de pouvoir, vendre mon premier. Il a fallu le temps que je fasse mes sites, que je fasse des tests, que je trouve mes clients et cetera. Que je comprenne, ce que je connaissais même pas mal. Au début, je connaissais vraiment absolument rien du freelance, de l'entrepreneuriat, tout ce que tu veux. Pas du tout j'étais dans un monde complètement différent OK. et et du coup, maintenant, j'ai fait, presque une cinquantaine de sites. En tout cas, ouais, j'ai fait une cinquantaine de projets avec, pas mal de principalement du Wix. J'ai fait beaucoup de sites Wix et j'ai fait, du référencement naturel. Donc là, le référencement naturel, c'est peut-être au bout de 4 ou 5 sites, je me suis rendu compte que les les sites faisaient pas beaucoup de vues, tu vois? OK. Avaient pas beaucoup de visites et en fait, je me suis demandé: «Mais pourquoi?» et forcément, en fait, les sites étaient pas forcément, optimisé, pour le référencement. Donc, la structure était pas très bien pour Google, et je faisais pas de recherche de mots-clés. D'accord. Donc, Donc là, tu t'es formé pour faire ça? Comment ouais, qu'est-ce que tu as fait, du coup, en pour, fait, d'abord, j'ai acheté, un petit bouquin de Olivier Andrieux, là, qui s'appelle, je sais plus le nom, mais, un petit bouquin sur le SEO. Donc ça m'a vraiment d'abord appris vraiment les bases du SEO SEO, et après c'est? Pour ceux qui le savent pas? Search Engine Optimization, OK. l'optimisation des moteurs de recherche. C'est pour que ton site il soit dans les recherches de Google, quoi. Que tu puisses attirer du trafic, pas seulement au travers des gens qui te connaissent déjà, suivant via les réseaux sociaux, le bouche à oreille, etc. Mais des gens qui vont tomber par hasard sur ton site par rapport aux mots-clés sur lesquels tu te positionnes sur Google. OK. Voilà, Donc ils vont taper une recherche sur Google et ils vont c'est le but, ça. c'est d'être dans les premiers C'est ça. résultats de C'est recherche. d'être, si t'es boulanger, tu vas être sur boulanger Paris 16e ou tu vois, ça va être soit du référencement local ou soit des mots-clés, ceux qui vont attirer du trafic. OK. Donc tu t'es formé, du coup, en lisant ce livre, il y a d'autres choses, Oui, en fait, j'ai acheté ce livre en version petite. Après, j'ai racheté le même bouquin, mais en version beaucoup plus gros. Quand j'ai compris que finalement, en fait, ça m'intéressait parce que j'étais pas sûr que ça allait m'intéresser. Et au final, je pense que c'est pas mal de commencer avec un petit bouquin quand tu découvres un nouveau domaine pour déjà avoir une petite aperçu du domaine, tu vois. Et après, tu peux acheter des bouquins un peu plus gros quand tu commences à te sentir plus Mmh. à l'aise dans le domaine, tu vois. Et quand tu as validé que ça te plaisait aussi, Ouais, ouais, mmh, c'est ça. et ça Puis voilà, t'intéressait? puis si t'achètes directement le bouquin de 600 pages, il faut la motive, tu vois. Au moins avec le petit livre, t'as peut-être moins de connaissances, mais au moins tu vas vraiment retenir l'essentiel, tu vois. Et, et au moins t'as des plus grandes chances d'arriver à le lire au complet, tu vois. Tu vas pas te démotiver en route. Et ça peut être une porte d'entrée après vers plus de connaissances, tu vois. Et plus de livres, plus de vidéos, d'autres moyens de te former, tu vois.
Donc justement, aujourd'hui, comment est-ce que tu te formes? Parce que du coup, tu as tout appris sur le tas, donc Oui, c'est autodidacte. tu autodidacte à 100 et c'est hyper inspirant, Alexandre, parce qu'aujourd'hui, tu as un business qui tourne et qui tourne bien. Voilà, tu le développeras aussi, parce qu'évidemment, tu as encore d'autres C'est ambitions ça, aussi. il y a encore beaucoup de travail à faire. Je suis un peu au début, tu vois, ça fait seulement un peu plus d'un an que j'ai vendu mon premier site, tu vois. Donc c'est le début de mon aventure de freelance. Mais ça commence à tourner, tu vois. Là, je fais assez pour vivre déjà. Je fais assez pour vivre correctement. Et voilà, après, il y a encore des petites choses à améliorer, à se stabiliser les revenus, etc. Mais je suis déjà assez satisfait là de ce début, quoi. C'est hyper inspirant et puis, et surtout, tu casses Hmm. complètement, le mythe en effet d'avoir un certificat, d'avoir un diplôme, d'avoir, tel statut, Ouais, pour ouais. pouvoir se mettre en action. Toi, c'est d'abord l'action et tu es hyper proactif dans ton apprentissage. C'est que tu as envie d'être quelque part. Quand tu commences à comprendre, les compétences dont tu as besoin pour réaliser, les tâches que tu as envie de réaliser dans ton Ouais. business, comment tu te formes aujourd'hui? Je pense que déjà ça vient du fait, par exemple, que quand j'étais en Australie, en fait, quand tu commençais un travail, en fait, j'ai commencé en construction, on m'a pas fait une formation de 2 ans sur la construction, tu vois. On m'a donné les outils et on m'a dit, allez, débrouille-toi. Et puis j'ai vu qu'au final, bon, bah, de temps en temps, tu peux te faire un peu mal, tu vois, mais tu t'en sors quand même, tu vois. Et ça, c'est comme ça pour tous les boulots. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire la même chose, tu vois, avec le web design, tu vois. Donc, j'ai vraiment appris vraiment les bases un petit peu regarder quelques vidéos et lire quelques livres. Mais 80%, c'était des tests. C'était des tests, des échecs, des bugs à résoudre dans tous les sens, du temps perdu, mais au final, qui fait que ça m'a permis de, de me sentir en tout cas comme un expert maintenant dans ce domaine. Ouais, en fait, au début, en fait, j'ai pas essayé de viser la perfection, tu vois. C'est pour ça que j'avais des prix assez bas. J'essaie de viser, je crois que l'expression c'est le mieux est l'ennemi du bien. Non, c'est pas ça. Il y en a une, c'est, mieux vaut fait que parfait. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai essayé vraiment essayer de faire des choses correctes, tu vois, et puis qui tenaient la route, sans essayer d'aller trop dans le détail et essayer d'atteindre la perfection, tu vois, parce que il m'aurait fallu il m'aurait fallu des années, sinon je serais encore sur mon premier projet, tu vois. Et en fait, il faut juste être capable de répondre aux attentes de ton client, tu vois. Donc, tu dois savoir quelle est l'exigence de ton client, ça va aussi dépendre de ta cible, tu vois. Moi, la chance que j'ai eue, c'était que ma cible au début, c'était plutôt des petites entreprises et des petits indépendants. Ce qui fait que l'exigence pour mes premiers projets était moins grande quand même que si c'était vraiment des startups, des licornes, ce que tu veux, quoi. Où là, vraiment, c'est très précis dans ce que tu dois faire. Donc, là, maintenant, je suis obligé de faire des maquettes, vérifier tous les textes avec le client, faire valider plusieurs étapes, etc. Avant de pouvoir intégrer, etc. Tu vois. Et à l'époque, c'était plus une version brouillon. C'est ça. D'ailleurs, moi, comme au début, je me sentais pas légitime, j'avais peur de montrer un site qui n'était pas fini au client. Donc en fait, j'avançais pendant des jours sur un site. Euh, je montrais du coup un site presque terminé parce que j'avais un peu honte de montrer un site qui serait encore en version brouillon. Mais du coup, en fait, comme il y avait pas eu d'itération, j'étais obligé de revenir en arrière et de rechanger des choses que j'avais déjà faites, tu vois. Parce que j'avais la peur du jugement du client, tu vois. J'avais peur que d'un seul coup, ils me disent que, ah, c'est nul, ou, ah non, non, je veux pas passer par vous, quelque chose comme ça. Au lieu d'assumer le fait que là, ton projet est encore en cours et, euh, et, et utiliser le client pour itérer avec toi et vérifier que tu as bien compris ce qu'il voulait. Parce que des fois, tu penses avoir compris ce qu'il veut, Mmh. mais c'est pas toujours aussi simple. Parfois, le client lui-même ne sait pas exactement ce qu'il veut, ou il va se rendre compte, en fait, en voyant sa première version de site, il va se rendre compte que c'était pas du tout ça qu'il voulait. Il va se rendre compte qu'il veut des choses en plus, des choses différentes. Donc, c'est vraiment important ce process.
Ça m'amène une question que je voulais te poser justement, mais faire le parallèle aussi avec la gendarmerie, parce qu'en termes de communication, tu me racontais ce matin du coup que tu étais à l'accueil en gendarmerie aussi, Oui, oui, oui. et que tu as dû avoir beaucoup de contacts clients, et que... C'est ça. Genre, ça m'a vraiment fait un sacré skill, tu vois, pour essayer de comprendre des gens qui parfois ne se comprennent pas eux-mêmes. Et en fait, comme justement au début, en fait, ma cible était plutôt des indépendants, des petites entreprises qui ne savaient pas exactement ce qu'ils voulaient, ou qui avaient du mal à le verbaliser. En fait, ça m'a beaucoup servi. C'est quelque chose qu'on appelle la charte de l'accueil, qui est vraiment toute simple en gendarmerie. C'est vraiment le fait d'abord, tu te présentes à la personne. Après, tu vas écouter ce que la personne te dit et analyser. Ça, c'est super important. Parce que en général, les gens n'aiment pas quand tu arrives comme un commercial et que tu déballes tout ton argumentaire pour essayer de vendre tes services, quoi. Ils aiment d'abord qu'on les écoute et qu'on comprenne leur projet. Une fois que tu les as écoutés et que tu as analysé ce qu'ils ont dit, tu vas faire une reformulation. Ça, c'est vraiment très important. Tu peux avoir des gros problèmes si tu le fais pas. Je pourrais te donner des anecdotes. Une fois que tu as reformulé au client et qu'il confirme que tu as bien compris, alors là, tu lui proposes une solution. Tu dis voilà ce que je vous propose. Et tu lui proposes tes services en lui proposant des options, pourquoi pas différentes, tu vois. Il y a des clients qui vont avoir besoin d'un site avec toutes les options du référencement, des logos, etc. Enfin, tout ce que tu veux. Et il y en a qui vont avoir un budget beaucoup plus serré et qui vont vouloir vraiment faire le plus possible avec le budget minimum, on va dire. Et dans ce cas-là, il faut que tu leur proposes aussi une version un peu plus, moins premium, on va dire, pour qu'ils puissent quand même avoir quelque chose, quoi. Pour qu'ils puissent avoir un site quand même qui est correct, même s'ils n'ont pas les moyens d'avoir toutes les options plus. T'as une anecdote à nous partager du coup Oui, oui, oui. Oui, moi j'ai fait pas mal de bêtises, tu vois. En plus, je suis un petit peu, je suis un petit peu étourdi parfois, tu vois. Et en fait, avec une cliente, je lui propose 2 modèles. Je lui propose peut-être 8 modèles différents de sites, tu vois. Et à la fin, il en restait 2, tu vois. Et en fait, les 2 modèles avaient une voiture en photo sur le modèle, tu vois. Et il y en avait un avec une grande voiture, un avec une petite voiture. Elle me dit, je voudrais celui avec la voiture. Donc moi, j'ai imaginé que ça devait être celui avec la plus grande voiture, tu vois. Et je suis parti sur, je sais plus, 2 jours ou 3 jours de travail. Et au final, ça a été un petit peu le malaise quand je lui ai montré la première version, parce que en fait, c'était pas du tout. Elle voulait l'autre template, en fait. Et en fait, j'ai oublié l'étape de reformulation, tu vois. Ce qui m'a fait perdre vraiment 3 jours entiers de boulot, tu vois. En fait, je voulais vraiment lui montrer je voulais lui montrer encore tu vois, j'ai fait 2 erreurs, tu vois. J'aurais déjà dû lui montrer un peu plus tôt, tu vois. J'aurais dû faire juste une journée de boulot et déjà lui montrer un premier aperçu. Plutôt que j'ai voulu encore lui montrer un site trop abouti, tu vois. Alors que parfois, c'est bien de faire des itérations, de parler avec le client un peu plus tôt, tu vois, dans le processus. Et t'as pas besoin d'avoir un site ou une maquette qui est parfaite avec toutes tes petites animations, etc. Pour que le client puisse visualiser son site et voir ce qui lui plaît pas, quoi. C'est bien de très vite montrer au client les premiers résultats. Déjà, il est content de voir déjà que son projet il avance. Parce que des fois, s'il a une semaine ou voire 2 semaines sans nouvelles, ça va être beaucoup trop, quoi. Il va s'inquiéter. Donc, à la fois, il va être content déjà d'avoir des nouvelles. Et en plus, on va pouvoir tout de suite ajuster ce qui va pas, quoi. Justement, ça me fait rebondir sur les erreurs, parce que tu m'as dit, ta définition en tout cas de l'expert, c'est celui qui a fait le plus d'erreurs possibles dans un domaine restreint. Donc je suis un grand expert. Donc tu es un grand expert. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Ouais. Quelles sont du coup les erreurs que tu as pu commettre, les grandes erreurs qui t'ont apprises le plus de leçons et que tu ne commets plus maintenant parce que tu les as commises avant? Il y en a eu pas mal, hein. Il y a du choix, alors faut que j'arrive à piocher. Déjà, en fait, tout est un petit peu lié au manque de légitimité, tu vois. Beaucoup d'erreurs différentes, tu vois, qui sont liées à ça. Et une de ces erreurs qui est liée à ça, c'était le fait de pas savoir dire non à un client, tu vois. Déjà, il y a le fait de pas savoir refuser une mission, même si tu sais qu'elle va pas forcément être très rentable pour toi. Et puis il y a aussi le fait que je me retrouvais avec parfois des clients qui, comme j'avais peur du jugement du client, donc je n'osais pas cliquer sur terminer la mission, tu vois, sur Malte. Donc j'attendais que ce soit le client qui de lui-même me dise, oh bon bah voilà, c'est terminé, etc., tu vois. Mais parfois, en fait, donc parfois ça fonctionne, et parfois tu avais des clients qui disaient,
bon, ouais, encore un petit truc, allez, encore un petit truc là. En fait, je pense que ça peut être bien de faire un nombre limite de retours, par exemple, tu vois. C'est bien de le mettre dans ton devis, par exemple. Après, si tu peux avoir un petit peu plus de flexibilité, si c'est des petites choses, etc., faut pas être trop rigide non plus avec le client. Faut avoir un bon service, tu vois. Mais il faut quand même avoir un cadre ou une limite, tu vois, à ta mission. Il y a aussi le fait d'être trop disponible pour un client. C'est-à-dire que c'est aussi lié au fait de ne pas savoir dire non. Mais en fait, comme au début, tu as l'impression que ton projet ne donne pas assez de valeur ajoutée, tu vois, t'as pas l'impression de donner assez de valeur. Et du coup, tu te dis que tu dois donner plus de valeur en ayant une disponibilité de tout instant, tu vois. Et du coup, en fait, ça va attirer un type de client qui est les clients qui demandent beaucoup d'attention, qui sont pas des personnes méchantes ni rien, mais qui sont des personnes sur lesquelles il est très difficile d'être rentable parce que, en fait, tu vas travailler sur ta mission et même quand t'es pas sur ta mission, en fait, ils vont avoir beaucoup de questions pour toi, tu vois. Et ça va pas être des questions qui vont avoir une chance de tourner vers une autre mission, tu vois, ou vers d'autres projets. C'est vraiment, tu te retrouves un petit peu comme un assistant personnel pour tes clients, tu vois, ou alors tu te retrouves comme si tes clients étaient des employeurs, tu vois, alors qu'il vaut mieux que considérer tes clients comme des partenaires commerciaux et pas comme des employeurs. Et oui, bah, c'est la différence entre le salariat et les Ouais, indépendants, c'est en fait. ça. En fait, tu sais, on est tellement programmé pour le salariat et programmé à exécuter des ordres. Moi, je pense encore plus, comme j'étais, comme j'étais dans la gendarmerie, j'étais vraiment programmé pour respecter des ordres, tu vois. Et du coup, en fait, au début, en fait, j'avais l'impression que c'était redevenu mes boss, tu vois. Et effectivement, il faut faire plaisir à tes clients, il faut qu'ils soient contents, mais il faut qu'il y ait une limite quand même. Et il faut que ce soit tes partenaires et qu'il y ait quand même une relation de respectueuse, tu vois, entre les deux. Il faut pas qu'il y ait une relation hiérarchique, je trouve, entre les deux. J'ai envie de profiter à fond des avantages que peut apporter le freelance, tu vois. C'est la mobilité et puis c'est aussi ça, c'est le fait de pouvoir s'il y a quelqu'un qui te manque de respect, et ben moi je lui rends ses sous et je l'annule la mission, tu vois. Ça m'est pas arrivé beaucoup, ça m'est arrivé je crois 3 fois sur 50 personnes, deux ou trois fois où j'ai annulé la mission et puis j'ai perdu des sous. Parfois j'ai bossé une journée, 2 journées pour rien. Mais c'est pas grave en fait parce que j'essaie de fonctionner par mois. Je pense à mon salaire par mois ou alors par trimestre, tu vois. Et tant pis si j'ai perdu une journée, 2 journées, parce que je vise plutôt le long terme, tu vois. Et ça fait partie du processus, tu vois. Il vaut mieux perdre 2 jours, même si ça fait un peu mal, que de galérer des semaines et des semaines. Si y a des gens qui nous écoutent là, qui veulent faire des sites eux-mêmes, je leur conseille de commencer d'abord avec des modèles, tu vois. Et puis les modèles en général sont déjà un petit peu optimisés pour le référencement. Enfin, mieux que si tu le faisais vraiment toi-même sans connaissance, quoi. Toujours sur les erreurs que tu as pu commettre, Oui. tu me disais, plus tôt que tu avais appris justement à ne plus avoir peur de les commettre. Est-ce que tu peux détailler, comment tu as réussi à te détacher justement, bah, de cette peur? Parce que c'est une peur de commettre des erreurs, voire même accepter quand même qu'elles arrivent Ouais. et retourner ça dans ton sens. Ouais. C'est une peur du jugement du client, une peur de décevoir, je pense, tu vois. C'est peut-être lié à l'enfance, j'en sais rien, tu vois. Mais, euh, mais ça n'a pas été facile au début de s'en détacher. J'ai utilisé un petit peu les bases du stoïcisme, tu vois, sans être un grand philosophe, mais en fait, j'ai découvert cette petite philosophie qui est vraiment très facile à comprendre. Pour ceux qui savent pas, ce qu'est le stoïcisme, est-ce que tu peux, Oui, bien décrire un sûr. peu? Alors, c'est une philosophie complète, donc c'est pas facile à résumer, bien sûr, il y a beaucoup de concepts différents. Euh, Moi, c'est très bien de débuter avec le stoïcisme parce que c'est vraiment une des philosophies qui est la plus simple à comprendre et à mettre en pratique dans ta vie. C'est une philosophie pratique. Et c'est une philosophie qui, même moi qui n'étais pas très porté sur la philosophie, qui avait très peu de connaissances finalement en philosophie, j'ai réussi à comprendre et mettre quelques-uns de ces process en pratique. Donc en fait, pour le stoïcisme, tu dois te soucier de toutes les choses que tu peux contrôler et tu ne dois pas te soucier de ce que tu ne peux pas contrôler. Donc ça t'a aidé à te détacher des peurs parce que du coup, bah, tu peux pas contrôler, Ouais, tu peux pas contrôler le jugement des autres, le comportement des autres.
Et puis, tu te dis, qu'est-ce que c'est la pire chose qui puisse arriver? Et au final, même si, imaginons que tu as loupé quelque chose, je sais pas, ton client, tout ce que tu peux perdre en général, c'est du temps. Et du temps, ça se rattrape, tu vois. Par exemple, quand je m'étais trompé de modèle, bon, bah, j'ai perdu du temps, mais au final, je l'ai rattrapé, tu vois. J'ai assumé ma bêtise. Et au final, ça s'est bien terminé, tu vois. Mais voilà, tu peux pas contrôler les autres, ce qu'ils pensent. Et donc, vaut mieux te contrôler sur toi, ce que tu peux faire pour t'améliorer. Et voilà. Ouais, moi, j'ai découvert le stoïcisme, en effet, l'année dernière, et ça m'aide aussi Ouais. également beaucoup dans ma manière de voir les choses et de me détacher. Et je pense qu'en effet, si on a des grosses peurs qui nous empêchent d'accéder à des choses qu'on désire dans la vie, c'est une philosophie qui peut être intéressante à intégrer pour essayer d'avoir un maximum de détachement et de reprendre le pouvoir sur réellement ce que concrètement on peut contrôler pour arriver à nos objectifs. Contrairement à beaucoup de philosophies qui ont pas beaucoup de portes d'entrée pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances sur le sujet. En fait, le stoïcisme, c'est vraiment très compréhensible à la personne moyenne, même à un ouvrier, à n'importe qui peut comprendre le stoïcisme et mettre les concepts qui l'intéressent dans le stoïcisme en pratique. Tu n'es pas obligé de prendre 100% du stoïcisme, tu vois, mais il y a forcément des leçons qui vont t'intéresser, je pense, dedans. Et moi, je conseille tous ceux qui voudraient apprendre sur le stoïcisme et même peut-être d'autres philosophies. Il y a eu aussi quelques autres philosophies qui m'ont appris des choses intéressantes. Je conseille la chaîne du précepteur sur YouTube qui, qui a, je pense, pas loin d'1 million d'abonnés, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Mais c'est vraiment intéressant, quoi. J'écoute ça presque quotidiennement, là, depuis plusieurs mois, là. Et ça regroupe vachement, je trouve quelque chose de spécial chez toi qui est que du coup, bah, toi tu as une curiosité, tu aimes apprendre et tu vas chercher et tu vas te former toi-même en allant chercher des outils justement, des livres, regarder des chaînes, YouTube. Il y a des choses que tu peux, apprendre et intégrer dans ta vie Ouais. pour t'amener vers tes objectifs. Tu es très proactif dans ton apprentissage, je trouve et c'est une force que tu as, Alex, hein. Je trouve qu'il y a aucune superficialité dans ton apprentissage, justement, tu vas vraiment, aller chercher la compétence, l'intégrer en tant que telle, Ouais. toi, plutôt que de chercher un statut, un certificat, un diplôme qui des fois, peuvent nous bloquer justement dans notre mise en action et dans l'acquisition de nos compétences, quoi. C'était un petit peu de l'information juste à temps, tu vois. C'est-à-dire que quand j'avais besoin de quelque chose, je l'apprenais, tu vois. Et quand j'avais pas besoin de, de connaître cette chose, je la laisse de côté pour le moment, tu vois. Il y a encore plein de choses sur le design que je sais pas, etc. Sur même autour de, autour du référencement, etc. Et en fait, même encore aujourd'hui, à chaque mission, en fait, j'apprends des nouvelles choses et je continue de me former, tu vois. Je suis toujours en formation et toujours encore plein de choses à apprendre. Mais en tout cas, maintenant, je me sens beaucoup plus en confiance, tu vois. Je me sens plus du tout comme un imposteur. J'ai vu peut-être aussi le fait de voir la concurrence, de voir que ils font pas forcément mieux que toi. Tu vois, quand je vois, oh tiens, il y a un freelance qui a fait ça pour moi. Est-ce que vous pouvez m'aider à résoudre ça? Et je vois en fait que c'est comme mes premiers sites, tu vois. Et je vois qui ont réussi qui arrivent à en vivre en faisant pas mieux que moi, tu vois. Bah, parfois moins bien. Ça m'amène sur, justement tes prochains apprentissages pour tes prochains projets. Mon prochain projet, oui. Donc, c'est quoi justement, les prochaines étapes de ton business Ouais. et qu'est-ce que tu comptes apprendre, pour y arriver? Alors, moi, j'ai plusieurs pistes. Alors, là, actuellement, je suis sur Wix, qui est vraiment une super plateforme, mais qui est vraiment vise les petits indépendants, les petites entreprises, etc. Donc, en fait, au niveau du budget de mes sites, en fait, j'arrive un petit peu pas loin de la limite, tu vois. Donc, je pourrais encore gagner un petit peu plus d'argent en étant plus productif, etc. Mais je commence à arriver un petit peu à un plateau. Et je pense que j'avais deux solutions. Je pensais soit partir plus sur du e-commerce, tu vois, du Shopify, ou alors, plus probable, partir sur un combo gagnant Figma. Donc c'est un outil qui permet de faire des maquettes, qui est vraiment en train de monter beaucoup, hein. C'est vraiment
en train d'être de plus en plus populaire. Figma plus Webflow. Webflow qui me permettrait de faire des designs beaucoup plus avancés que Wix. Parce que Wix, en fait, tu as la simplicité, mais c'est aussi, tu manques de personnalisation. Il y a plein de choses, il y a des petites ombres que tu peux pas faire. Parfois, tu peux pas arrondir certains angles. Il y a plein de petits outils qui sont moins bien. Alors que si je pars sur Webflow, tu peux faire un design beaucoup plus avancé qui conviendrait mieux à des startups, à des entreprises qui auraient des plus gros budgets, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai aussi la petite idée, tu vois, de me dire un jour peut-être, en étant bien formé sur Figma, etc., avec encore un peu plus d'expérience, je pourrais diriger des projets web, tu vois, avec un intégrateur web. Moi, je pourrais m'occuper, par exemple, des maquettes, je pourrais engager un intégrateur web, quelqu'un pour faire le référencement, un copywriter ou quelqu'un qui s'occuperait des textes, tu vois, en fait. En fait, là, je m'en sentirais déjà presque capable, tu vois. Là, je prends encore un petit peu d'expérience, tu vois, j'attends encore un petit peu, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Eh ben, écoute, merci Alex. Je vais finir, justement par te demander, quel est ton mantra? La chose que vraiment, la règle sur laquelle tu vis et qui t'aide dans le quotidien? Est-ce qu'il S'il y y a a quelque quelqu'un qui te chose, manque de vraiment, une respect, règle de eh vie ben, que moi, tu je lui rends ses t'appliques, sous. Il y a quelque chose. Ouais? Il faut savoir que j'ai pas lu énormément de bouquins de business, de freelance, d'entrepreneurs, etc. Mais il y a un bouquin qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle La semaine de 4 heures, qui est super connu. Mais il y a peut-être quelques personnes qui ne le connaissent pas. Et en fait, ce bouquin, ça peut t'aider en fait à plein de stades. Ça t'aide déjà, ça peut t'aider à te lancer. Ça peut t'aider à être plus productif une fois que tu es lancé. Ça peut t'aider à te donner envie de voyager. Parce que maintenant, je voyage depuis maintenant 5 mois. Et en fait, il y a une loi qui s'appelle la loi de Pareto, qui est dans ce bouquin, mais qui est connue bien sûr depuis très longtemps, qui est que en fait, tu dois essayer de garder les 20% les plus productifs et, et, et éliminer, on va dire, les 80% les moins productifs. Si tu as pas assez de clients pour garder Moi, au début, quand j'ai appris ça, j'avais pas forcément les moyens de dégager 80% de mes clients, tu vois. Sinon, il m'aurait pas resté grand chose à manger. Mais du coup, en fait, au moins, je dirais le minimum, ça serait au moins d'enlever les 20% de clients, par exemple, qui prennent vraiment, c'est pas forcément une question d'être bien ou pas bien, mais qui prennent trop d'attention, qui sont les moins rentables, d'essayer de fidéliser par exemple tes clients qui sont les plus rentables pour toi, ou alors qui te demandent le moins d'attention. Et en fait, ça, tu peux le faire pour toutes sortes de choses dans ta vie. Tu peux le faire pour tes sources de bonheur dans la vie, tes sources de stress. Qu'est-ce qui te pose le plus de stress dans ta vie? Qu'est-ce qui te pose le plus de bonheur? Et en fait, tu peux prendre une petite feuille blanche et tu réponds à ces questions-là. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé, en fait. J'étais peut-être à 10 missions, tu vois. Et en fait, je bossais plus que maintenant en gagnant moins de 1000 euros, tu vois. J'étais vraiment... je faisais vraiment très peu de revenus, alors que pourtant, je faisais beaucoup d'heures, tu vois. Et vraiment, je me dispersais dans tous les sens. Et en fait, j'essaie de comprendre quelles sont les tâches qui sont le plus rentables et les moins rentables, tu vois. Et en fait, moi, j'étais obsédé, je regardais mes messages clients euh, peut-être 20 fois par jour, 25 fois. J'étais presque comme un toc, tu vois. Vraiment, toutes les 20 minutes, il fallait que je regarde si j'avais pas un message, tu vois. Et du coup, en fait, je passais plus de temps à répondre à mes clients que, euh, que à bosser sur mes tâches essentielles, tu vois. J'ai essayé de faire un petit post-it maintenant tous les matins où je mets mes tâches essentielles, une tâche ou deux tâches, tu vois. Faut vraiment pas que ce soit trop long. Et grâce à ça, ça te permet de faire au moins la chose la plus importante le matin, tu vois. Directement, avant de regarder tes mails, tu fais, euh, tu fais ta tâche essentielle, quoi. C'est la tâche qui va faire en sorte que si je fais cette tâche-là, au moins j'aurai réussi ma journée, quoi. Je peux être fier de ma journée de boulot. Hyper intéressant. Bah, merci pour, tous tes conseils Alex, vraiment Avec plaisir. et tous tes apprentissages, tes erreurs, nous avoir partagé tout ça, j'espère que ça aidera, certains à avancer parce que J'espère. Bon ouais. courage à ceux qui sont vraiment en train de débuter, parce que les premières missions, quand on débute en freelance, sont vraiment les plus difficiles, quand on n'a aucune visibilité, etc. Et vraiment, quand vous allez commencer à avoir 3 missions, 4 missions, 5 missions, vous allez prendre en confiance
Et puis, vous allez aussi monter en crédibilité auprès de vos clients. Le fait d'avoir déjà vos premiers avis, et cetera. Ouais, itérer. Ouais. Je pense que c'est le mot de la fin. Et non, ce n'est pas le mot de la fin parce que du coup, hein, ceux qui suivent les interviews depuis un moment le savent, mais du coup, je finis mes interviews en demandant à mes invités de me poser une question. Donc, je te laisse me la poser. En fait, ton parcours est vraiment atypique. Et en fait, j'aimerais bien comprendre le processus qui a fait que tu es passé d'une école d'ingénieur à faire des bouquins pour les enfants sur Amazon. Vraiment, qu'est-ce qui a pu te donner l'impulsion et vraiment a fait germer cette idée chez toi? Alors, est-ce que ça n'a vraiment rien à voir? C'est vraiment une niche qui n'a rien à voir avec ce que tu faisais? Je pense que pour résumer, parce que je me suis posé vraiment la question souvent de me dire mais pourquoi en plus je prends un axe aussi créatif en fait, aussi déjà enfin toutes mes nouvelles activités depuis que j'ai décidé d'arrêter l'ingénierie sont créatives. Et en fait, ma maman est artiste et décoratrice d'intérieur, et mon père est ingénieur. Et en fait, je pense que vraiment j'ai les deux côtés. Je pense que je suis vraiment un Ouais. mix des deux. Et du coup, quand j'ai commencé à créer les livres d'activités pour les enfants, donc j'avais commencé déjà la photographie à ce moment-là professionnellement, mais les livres d'activités en particulier, c'était parti complètement d'une intention de pouvoir avoir une activité, un business que je Ouais. gère en ligne pour pouvoir voyager. Donc il y avait vraiment une envie déjà d'entreprendre. J'avais vraiment besoin d'aligner quelque chose qui m'apporte de la liberté, Ouais. m'apporte une rentrée d'argent et m'apporte surtout aussi du contrôle. Enfin, j'avais besoin d'avoir entièrement contrôle sur cette activité-là. D'accord. Ouais. Et comme toi, je me suis formée sur le tas. Alors, en effet, avec la photographie, j'ai des notions de design et je pense que j'ai un œil créatif et esthétique depuis mon enfance avec du coup ma maman. Et c'est quelque chose que même en ingénierie, j'ai toujours développé dans les présentations, dans tout ça. J'ai toujours eu une envie d'apporter du design, de l'esthétisme, de la beauté. Et du coup, ça a rejoigné beaucoup de choses dans la création d'activités parce que du coup, c'est moi qui crée les livres de A à Z, c'est moi qui les design, c'est moi qui fais le concept. Ouais. Et du coup, il y avait quelque chose de très créatif, mais aussi quelque chose de très business. Et j'aime beaucoup aussi. C'était ta première idée, les livres pour enfants, ou tu avais essayé différentes niches et tu t'es dit, il y a du potentiel? Ou alors c'était vraiment pour le plaisir et tu n'avais pas fait trop de calculs au niveau de la niche que tu choisissais? Alors non, en effet, pour moi, c'est un business entièrement, c'est-à-dire que je pars pas juste d'une envie ou d'une idée d'un bouquin, je Oui. pars toujours d'une étude de marché et je le réfléchis Ok. extrêmement en business, c'est-à-dire que j'étudie énormément le marché et je vois si, en effet, moi, avec ma créativité, mon envie et peut-être une petite impulsion créative, Ouais. je peux matcher quelque chose entre une demande et moi, ce que je peux offrir. D'accord. Donc, comment est-ce que tu avais des notions sur les études de marché en sortant d'école d'ingénieur? Ou Alors, tu as vraiment utilisé Google et comment faire une étude de marché? un peu des deux, Un parce peu que des deux. du coup, en effet, en ingénierie, de toute façon, on t'apprend à faire des projets. Et justement, moi, j'avais une spécialisation en management et en D'accord. gestion de projet. Donc, Mm. en effet, il y a toujours, pour valider une idée ou ce genre de choses, on avait déjà un peu appris de l'étude de Ok. marché. Mais je pense que c'est plus lié à ma personnalité. Et après, j'ai appris complètement sur le tas, en me formant pour justement comprendre comment on fait une étude de marché sur Amazon, pour comprendre le marché d'Amazon, et après itérer par rapport à tout ça. Donc, d'un point de vue théorique, tu avais quand même pas mal de compétences euh, là-dessus. Mais par contre, d'un point de vue technique, il fallait que tu apprennes tout sur Amazon, Exactement. etc., quoi. Ouais. Ouais. Donc c'est intéressant parce que le lien avec l'ingénierie se fait. Ouais. Au-delà de tout, en ingénierie, on te forme un cerveau et on te forme à justement réfléchir de manière très très logique. D'accord. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise toujours dans mon quotidien et dans ma gestion d'entreprise, enfin dans mes business et dans mes projets. Cette espèce de logique et de l'associer aussi avec de la créativité et tout ça, c'est un peu un Ouais. bébé que ça a fait du coup. C'est résoudre des problèmes, c'est ça l'ingénierie. Donc, Exactement. c'est bien.
ça te sert tout le temps, quoi. Ça me sert tout le temps. Et ouais, c'est une compétence que je garde vraiment bien ancrée maintenant et qui me sert beaucoup voilà, dans mes projets présents, passés et futurs. Très bien. J'espère que ça répond à ta question. Ça répond, très bien. Bon, ouais, chouette. Merci Alex. Merci beaucoup Mathilde. Merci vraiment d'être passé derrière le micro. J'espère que cette interview apportera un maximum de valeur à toutes les personnes qui auront écouté. Et bah, je te souhaite une très très bonne après-midi. Merci beaucoup Mathilde. J'espère que ça pourra inspirer certaines personnes qui n'ont pas encore du tout commencé l'entrepreneuriat, à se dire qu'on peut même démarrer de zéro, c'est possible. Ou alors des gens qui seraient vraiment au tout début. Je pense que peut-être des gens qui seraient très avancés, qui seraient par exemple plus avancés que moi, peut-être seraient moins inspirés par ce podcast. Mais en tout cas, moi, c'était un plaisir d'être là. Et puis, je suis au début de mon aventure entrepreneuriale, donc j'espère que ça va encore évoluer et que ça va continuer. Et je te le souhaite et j'en doute pas du tout, Alex. Donc, bien hâte de voir où tous tes projets futurs vont te mener. Merci beaucoup. Salut, Alex. Merci, Mathilde. Merci d'avoir écouté l'épisode. Je vous invite à le partager, me suivre sur les réseaux et vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain. En attendant, n'oubliez pas, polé polé.